Quel plaisir de vous retrouver sur votre matinale. Bonjour le Bénin, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue à chacun et à tous dans votre espace où nous vous réveillons et où nous apportons la bonne humeur, la bonne information et surtout de l'énergie. Nous sommes le jeudi 18 décembre 2025. Aujourd'hui, mesdames, messieurs, nous allons parler d'un festival qui va se dérouler dans notre pays. Oui, plus on s'approche des fêtes, plus des manifestations se déroulent dans notre beau pays, le Bénin. Et parlant justement du Bénin, mesdames, messieurs, vous savez que quand la fête arrive, vous le savez très bien, on aime bien décorer nos espaces. Et oui, quelle décoration adopter afin de passer la fête, sinon les fêtes, dans une très bonne ambiance? Amandine Aniabossou, dans sa rubrique, nous en parlera avec son invité, une professionnelle de la décoration intérieure. Et comme vous le savez, sur ce plateau, dans cette émission, mesdames, messieurs, votre santé nous importe. Et pendant les fêtes, c'est la joie, mais parfois la joie peut virer au rouge quand survient un accident ou un malaise. Comment est-ce que dans ces situations, l'on pourrait être utile en prodiguant des premiers soins, les gestes de secours à une victime d'accident de circulation ou de malaise? Eh bien, nous en parlerons avec Heureuse Danodé, qui va s'offrir donc, oui, les services d'un spécialiste en matière de secourisme pour nous en parler. Mesdames, Messieurs, voilà un peu l'ossature de l'émission de ce matin. C'est le numéro 63. Merci de vous installer et nous allons démarrer tout de suite avec le premier acte, le journal. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce 7h. Communales et législatives 2026, en prélude aux élections à venir, la Commission électorale nationale autonome a dévoilé aux partis politiques en lice les spécimens de bulletins de vote. Une nouvelle étape qui annonce le cap vers la campagne électorale. Les détails, ce sera avec Ulvaeus Balwogun. Sur ce support figurent désormais les logos et le positionnement de l'ensemble des formations politiques engagées dans la course pour les communales et les législatives. Le bulletin unique est ainsi présenté aux partis politiques. En procédant à la remise anticipée du bulletin unique, la Sénat entend faciliter l'appropriation de l'outil de vote par les états-majors politiques et par ricochet les électeurs. C'est avec le spécimen que l'électeur ira au centre de vote le 11 prochain. Et le spécimen permet donc à chaque parti d'indiquer à ses électeurs la position donc de son logo, là où ils doivent mettre le cachet pour donner sa voix au parti, à la liste donc indiquée. Donc c'est important, c'est un outil important de travail pour les partis politiques. Effectivement, ils ont pris en compte des remarques et je pense que les spécimens montrés aujourd'hui reflètent tout ce qu'on avait demandé. Et je crois que c'est pour la bonne marche des élections à venir. Nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour que tous les matériels nécessaires, tous les appuis logistiques nécessaires soient disponibles pour que sur le terrain, nos candidats ne souffrent de rien. En attendant l'ouverture officielle de la campagne électorale, cette remise du spécimen du bulletin unique s'inscrit dans une logique de transparence et de pédagogie. Une étape de plus vers un scrutin apaisé et maîtrisé en 2026. Évoquons à présent ce partenariat dédié au renforcement des médias au Bénin. Un partenariat engagé entre le régulateur AC et la coopération suisse. Il s'agit en réalité d'un renouvellement de partenariat qui va se déployer dans le cadre du programme de recevabilité phase 3. Un mémorandum d'entente a sanctionné cette nouvelle étape. Alexis Segbemon et Ariane Da Silva. Un mémorandum d'entente est signé pour formaliser un partenariat entre la HAC et la GFA Consulting Group avec l'appui financier de la coopération suisse. C'est un cadre collaboratif entre institutions en faveur des médias. La signature de ce mémorandum est un engagement mutuel, celui de travailler ensemble dans la confiance, la transparence et la responsabilité pour que la voix des médias et de l'autorité de régulation continue de porter haut les valeurs de gouvernance, de redevabilité, de paix et de développement.
Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de redevabilité piloté par la coopération suisse. Le programme de redevabilité poursuit son appui aux radios locales, mais veut aussi œuvrer au renforcement des capacités des médias en général dans un contexte où le numérique connaît une évolution fulgurante avec les risques connus, notamment ceux de la désinformation. Nous sommes une institution, nous sommes une mandature d'efficacité et vous verrez que la redevabilité est une réalité avec nous parce qu'il n'y a pas de redevabilité quand on n'a pas de résultats. Nous sommes une institution de résultats. Et au bout des 2 ans, je vous donne rendez-vous pour voir. Le mémorandum d'entente entre la HAC et la coopération suisse accorde à l'autorité de régulation des médias au Bénin un appui financier de 70 millions de francs CFA répartis sur les années 2026 et 2027. La République rend hommage aux hommes et aux femmes dont les mérites sont reconnus à travers la grande chancellerie des ordres nationaux. À ce titre, la présidente de la Haute Cour de justice a été élevée à la dignité de grand officier de l'Ordre national du Bénin. Voici les images. Un moment empreint de solennité où les regards convergent vers un seul geste, lourd de sens. La République reconnaît l'excellence, le mérite et le service rendu à la nation par la présidente de la Haute Cour de justice. Présidente Dandi Nyamou, vous êtes une femme singulière, une femme d'impact, une femme d'exception, juriste émérite, praticienne avérée, universitaire à la pensée fertile, féconde, rigoureuse, la plume alerte, précise et juste. Vous avez mis votre intelligence au service du droit, de l'état de droit, de la bonne gouvernance et de la justice. Dandi Nyamou est élevé au rang de grand officier de l'Ordre national du Bénin. Une distinction bien plus qu'un simple honneur. En accédant aujourd'hui à la dignité de grand officier de l'Ordre national du Bénin, je sens et je ressens à la fois de la gratitude, de l'humilité et une conscience accrue des responsabilités que cette distinction engage. Cette distinction, vous en doutez, n'est pas la célébration d'un mérite individuel. J'ai eu sur ma route des personnes bienveillantes de tous horizons qui m'ont fait l'honneur de leur confiance, de leur amitié et de leur soutien en toutes circonstances. Avec cette distinction, le Bénin imprime une fois de plus la marque d'une république qui honore le mérite et érige l'excellence en valeur fondamentale. En bref, Constantin Amoussou, le journaliste chroniqueur, a écopé de 8 années de prison ferme, 8 années, et d'1 million d'amende, une sentence qui vient confirmer sa culpabilité dans l'affaire de harcèlement sur mineur de 14 ans. Pour rappel, l'écrivain a été appréhendé le 16 septembre dernier suite à une plainte déposée en prison. Fixé désormais sur son sort, et bien Constantin Amoussou retourne en prison pour y purger sa peine. National se traduit en actes concrets. La direction départementale des affaires sociales et de la microfinance du Borgou a procédé lundi au lancement de la remise de kits nutritionnels aux personnes vulnérables. Une action sociale forte, porteuse d'espoir et de dignité pour 681 bénéficiaires de ce département. Ronald Robinson et Jiska Akpovi. Dans le Borgou, la solidarité nationale prend forme. Des appuis financiers et des kits nutritionnels sont remis aux personnes les plus vulnérables à travers cette cérémonie chargée d'espoir. Dans la commune de Parakou, 151 personnes vulnérables sont identifiées pour bénéficier des appuis financiers pour un montant de 5 525 000 francs et 75 kits pour un montant de 1 875 000 francs. Un total de 7 400 000 pour la commune de Parakou. Dans chacune des 7 autres communes du Borgou, un montant de 3 700 000 francs composé d'appuis financiers et de kits nutritionnels sera distribué pour un montant total de 33 300 000 francs.
Veuves, orphelins, survivantes de violences basées sur le genre, personnes âgées, personnes en situation de handicap de la ville comme du milieu rural sont ici prises en charge. Parakou, c'est une village statue, mais nous remarquons qu'il y a aussi des personnes vulnérables, des fois même plus que dans les villages, parce que nous savons que dans les villages, il y a les terres, les gens cultivent. À travers ces appuis, l'État béninois renforce son dispositif de protection sociale et mise sur l'autonomisation des bénéficiaires. Je suis persuadé que les présents kits permettront d'impacter positivement la vie des bénéficiaires, de leur apporter un soulagement et de leur faciliter la mise en œuvre des activités génératrices de revenus pour soutenir leurs familles et contribuer à la dynamisation de l'économie locale. Je demande à Dieu de nous aider plus que ça, pour qu'il puisse aider aussi les autres venants. J'ai reçu 50 000. Je suis très contente. Grâce à ça, je pourrai agrandir un peu mon commerce et subvenir aux besoins de mes enfants. À Parakou, au-delà des chiffres, ces appuis redonnent confiance et rappellent que la solidarité nationale reste une réalité. En période de fin d'année, le cycle des fêtes de Noël et du Nouvel An est bien plus qu'un simple moment de célébration. Oui, business rime avec. Et vous allez le voir, à Parakou, marché boutique, stand improvisé se multiplient. Le constat avec Robinson Ronald et Michael Noati. Pendant que certains se préparent pour les fêtes, d'autres s'activent beaucoup plus pour les ventes. Quels sont les produits que les gens viennent beaucoup plus chercher? Bon, les jouets pour enfants, vélos, tenues pour enfants, chaussures pour enfants. Qu'est-ce qu'il y a de spécial cette année par rapport aux autres années? Beaucoup plus les voitures à batterie, les gros vélos, il y a les drones, les tablettes pour enfants, les games, les poupées, il y a beaucoup de choses. Ce sont les produits les plus recherchés du moment. Une tendance qu'on retrouve dans la plupart des marchés de Parakou. Actuellement, nous vendons plus les jouets des enfants. Déjà, dans les écoles, on demande déjà à ce que les parents apportent des cadeaux pour des enfants. Les jeux de puzzle, nous avons les jeux de construction. Les parents adorent beaucoup plus ça. Est-ce qu'il y a plus de produits que les fois passées? Non, moins de produits à cause de la mévente. On fait avec. Les prix augmentent et la concurrence s'intensifie entre boutiques, marchés de quartier et produits importés. Pour s'adapter, plusieurs misent sur les produits accessibles, des alternatives moins chères et surtout sur les produits locaux, une façon d'attirer une clientèle sensible au prix, mais aussi au Made in Bénin. C'est les robes qui dominent. La plupart des clients, là, c'est depuis début novembre là, qu'ils ont commencé à envoyer leurs tissus. Dans un mois, on reçoit au moins plus de 50 complets. Des fois même là, ça dépasse ça. La commande qu'on reçoit de plus, c'est le côté de Good Luck, les bombards. La saison festive de la fin d'année reste un moment clé pour les ventes. Entre stratégie d'adaptation, inflation et évolution des habitudes, la fête est aussi un indicateur de l'état du commerce local. Un commerce qui, malgré les défis, trouve toujours une manière de célébrer à sa façon. Les Béninois poursuivent les rassemblements pour défendre leur démocratie. Oui, dans les rues au Bénin ou par le biais de la diaspora, eh bien, l'élan s'affirme avec force, transformant l'indignation en mobilisation. Nous sommes évidemment là pour dire notre réprobation. Réprobation qui a trouvé écho jusqu'à Paris, où la diaspora s'est indignée. Nous regrettons profondément que plus de 25 ans après l'adoption de la charte de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest sur la bonne gouvernance, certains esprits puissent encore envisager un recul contraire aux ambitions élevées de notre nation. De la capitale française à l'intérieur du pays, en passant par Cotonou, les compatriotes l'affirment mordicus, le changement au sommet de l'État ne saurait passer par un coup de force. Notre pays ne saurait reculer dans le passé. Parce que le chemin que nous avons pris, le chemin tracé par son Excellence, le président Talon, est un chemin que nous devons suivre. Nos pensées vont avec une pieuse émotion à toutes celles et à tous ceux qui ont été touchés par la violence. Je voudrais inviter les populations à la vigilance, à l'union et à nous communiquer à tout moment, tout mouvement suspect. Marche et rassemblement à Grand Popo, dans la vallée de l'Ouémé, à Abomey,
Bante Tanguieta. Partout, un même message. La démocratie béninoise ne se négocie pas sous la menace des armes. Plus que quelques jours et le coup d'envoi sera donné. La Coupe d'Afrique des Nations 2025 va s'ouvrir au Maroc. Le pays hôte est prêt à accueillir le continent dans des conditions exceptionnelles. Stade rénové, infrastructures modernisées, dispositifs sécuritaires et logistiques finalisés. Tout est fin prêt. De Rabat à Agadir en passant par Casablanca ou encore Marrakech, 6 enceintes emblématiques s'apprêtent à vibrer au rythme de la CAN. Immersion au cœur de ces stades qui accueilleront les plus grandes affiches du football africain avec Blaise Adampo. De Rabat à Agadir en passant par Casablanca, Fès, Tanger et Marrakech, 6 stades ultramodernes seront le théâtre de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Des enceintes rénovées, modernisées ou agrandies pour répondre aux exigences de la CAF et aux standards internationaux. À Rabat, le complexe sportif Prince Moulay Abdallah s'impose comme le cœur battant de la compétition. Avec ses 69 500 places, cette enceinte emblématique entièrement rénovée et inaugurée en septembre 2025 va accueillir le match d'ouverture et la finale. Pelouse hybride, gradins modernisés, équipement de pointe, le stade est désormais rodé après avoir accueilli la Coupe du monde des clubs et la CAN U23. Le stade Mohamed V, véritable monument du football africain, reste l'un des plus bouillants du continent. Fort de ses 45 000 places, il a fait peau neuve pour la CAN, éclairage modernisé, tribune réaménagée, zone média conforme aux normes CAF. Ici, la ferveur populaire promet des ambiances folles, notamment lors des matchs des Lions de l'Atlas. À Fès, le complexe sportif rénové en profondeur rouvre ses portes après près d'un an de travaux. Avec ses plus de 35 000 places, une sécurité renforcée et une logistique repensée, le stade pourra accueillir jusqu'à 2 matchs par jour. Une enceinte stratégique appelée à jouer un rôle clé aujourd'hui pour la CAN et demain pour la Coupe du Monde 2030. Plus au nord, le grand stade de Tanger, également connu sous le nom de stade Ibn Battuta, impressionne par cette dimension. Portée à 75 600 places, c'est désormais la plus grande enceinte du Maroc. Toiture repensée, pelouse de dernière génération, équipement ultramoderne, Tanger confirme son statut de ville hôte des grands événements sportifs internationaux. À Marrakech, le grand stade inauguré en 2011 affiche une capacité de près de 42 000 places. Déjà habitué aux compétitions africaines et internationales, le stade a bénéficié de mises à niveau techniques pour garantir confort, visibilité et qualité de retransmission. Enfin, cap au sud à Agadir. Le grand stade d'Agadir, fort de ses plus de 41 000 places, va accueillir 8 rencontres de la compétition. Récemment rénovée, l'enceinte dispose désormais d'un éclairage LED haute performance, d'une sécurité renforcée et d'infrastructures médias de dernière génération. 6 stades, 6 villes, une même ambition. Faire de la CAN 2025 une réussite sportive, organisationnelle et populaire. Le Maroc est prêt. L'Afrique du football n'attend plus que le coup d'envoi pour que la fête commence. Et on nous la souhaite belle. Voilà, on fait à présent le point des marchés ouverts du jour. Voilà, ce sera tout pour ce 7h. Merci de l'avoir suivi. À demain. Au revoir, Alain. Merci, Génial Afouda Mossi Abouka. Merci de nous avoir présenté le bulletin d'information. Mesdames, Messieurs, nous allons tout de suite enclencher sur Instant Politique. Vous le savez très bien, c'est une rubrique qui aborde les questions de l'heure et nous n'allons pas déroger à la tradition ce matin.
L'un des faits marquants qui a caractérisé tout simplement le coup de force déjoué en République du Bénin, ici même sur ce plateau, on ne se sera jamais de le dire, le 7 décembre dernier, c'est que les réseaux sociaux ont été pris d'assaut par un certain nombre de groupes ou groupes d'individus qui donnaient ou bien qui estimaient donner la vraie information. Vous savez, l'information est une science et pour la traiter, il faut l'avoir étudiée et il faut donc être un professionnel de la chose, il faut être un journaliste ou un professionnel confirmé des médias, ce qui n'a pas été le cas. Dans un contexte de crise, dans un contexte où le pays traverse des difficultés, dans un contexte où des gens prennent des armes, comment est-ce que le journalisme peut-il être pratiqué et quel est le rôle des journalistes dans ce contexte-là? Eh bien voilà, mesdames, messieurs, le sujet qui a retenu notre attention ce matin. Et pour en parler, nous avons un invité sur ce plateau. Eh bien, monsieur Videgla Armand, bonjour. Bonjour, monsieur Soutoumen. Comment allez-vous? Ça va bien. Heureux de vous accueillir sur ce plateau. C'est moi. Vous êtes un professionnel des médias, vous êtes un journaliste. Vous avez vécu, comme tous les Béninois, le drame qui a failli emporter l'ordre constitutionnel et républicain dans notre pays le 7 décembre dernier. En tant que professionnel, en tant que journaliste, qu'est-ce que vous avez pu ressentir face au flot d'informations contradictoires sur les réseaux sociaux? D'abord, en tant que Béninois, j'ai été très choqué par ce qui s'est passé. Et puis, en tant que journaliste, dans ce contexte de réseaux sociaux, j'ai été véritablement surpris par la manière dont les informations ont envahi les réseaux, par la manière dont la désinformation a été à son summum. Et je me dis, mais c'est pas vrai ce qui se passe. Et donc, au fur et à mesure que je m'informais, au fur et à mesure que les choses allaient, j'ai constaté que les professionnels des médias de notre pays ont fait preuve d'une grande responsabilité dans le traitement de l'information. Ça a été quand même très bien pour moi, la manière dont les choses se sont passées, la manière dont ils ne se sont pas fait conduire par ces manières de faire, de ne pas, de ne pas vérifier les informations. Parce que, qu'est-ce qui se passe pendant cette période? Pendant cette période, il n'y a pas de règles particulières. Les règles du journalisme sont des règles connues de tous. Les règles connues par les professionnels des médias. Moi, je ne suis pas venu ici pour donner des leçons à qui que ce soit. Tout à fait. Je suis venu pour essayer de mettre encore quelques points sur les i. Et là encore, ce n'est pas tout à fait bien, mais d'essayer de faire voir un certain nombre de choses, de rappeler à nos confrères et de rappeler à nous-mêmes notre responsabilité sociale dans ce contexte précis. Au-delà du journalisme, nous allons parler certes du journalisme, mais aujourd'hui, les médias classiques ou les réseaux sociaux, tout le monde a un espace sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que dans un contexte hyper connecté, où votre pays a une situation particulièrement dangereuse, potentiellement catastrophique, comment est-ce que l'on pourrait associer le flot d'informations sur les réseaux sociaux et le travail scientifique ou professionnel des journalistes? C'est très difficile dans la pratique. Très difficile dans la pratique, hein, parce que la première chose, c'est l'accès aux sources. L'accès libre aux sources. Est-ce que vous avez accès aux sources? Parce que dans ces circonstances, c'est très difficile d'avoir accès à une source crédible, qui vous parle, fiable. Une source crédible, fiable et qui vous parle. Et qui vous dit, voilà ci, voilà ça, voilà ci, voilà ça. Et dans le contexte des réseaux sociaux, vous avez un flot d'informations que vous-même, vous essayez quand même de contenir pour dire, je mets quelques informations en stand-by, je vois le flux, je vois comment est-ce que ça se passe. Je fais des recoupements. Oui, bien sûr, dans le processus, que ce soit au niveau de la pré-collecte, au niveau de la collecte, au niveau du traitement et au niveau de la diffusion ou de la livraison. Ou de la publication, il y a quand même un certain nombre de choses à faire. Et donc, le problème qui se pose à ce niveau, c'est d'abord le problème de source. C'est d'abord le problème de source. Avec qui parler? Qui peut nous dire véritablement ce qui se passe?
Et pour ne pas amplifier la rumeur. La rumeur. Pour ne pas amplifier la rumeur. Parce que, vous voyez, l'une des spécificités de l'information, c'est quoi? C'est la nouveauté. Si ce n'est pas nouveau, il n'y a pas information. Ça, c'est clair, l'une des caractéristiques. Si ce n'est pas nouveau, il n'y a pas d'information. Tout à fait. Et donc, comme c'est nouveau, et comme ça a une source, c'est une source crédible que vous pouvez citer, c'est une information. L'une des sources dans ces genres de choses, ce sont les agents de presse. Les agents de presse qui constituent des grossistes de l'information, puisque l'information même est une denrée. Et une denrée périssable. Alors, Ama Vidigla, nous voici au Bénin dans une situation de crise. Un bon dimanche où tout le monde va à ses occupations, certains au repos, d'autres dans les lieux de culte. Une situation de coup de force s'annonce. Le journaliste, lui, il est professionnel. Il ne donne pas l'information comme monsieur tout le monde. Voilà. Mais voici qu'il s'est constitué des groupes qui donnent des informations qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe en ce moment-là. Voilà. À partir de ce moment, le public ayant droit à l'information vraie et justifiée, comment est-ce que le journalisme va se pratiquer sur ce terrain-là précis? Sur ce terrain précis, il y a aujourd'hui des applications. Il y a aujourd'hui des applications pour vérifier ces intox, ces infox et qui se passent un peu partout. Et donc, le journaliste aujourd'hui doit quand même s'approprier des applications pour voir véritablement si ce qui se passe et les informations qu'il a sont des informations justifiées. Parce que si ce n'est pas justifié et si ce n'est pas crédible, vous ne pouvez pas passer. Voilà que dans cette circonstance, des fois, vous ne pouvez pas vous déplacer. Voilà aussi une certaine compte tenu des restrictions, compte tenu peut-être de ce que vous entendez en ville et tout. Compte tenu des mesures de sécurité mises en place. Voilà, de sécurité mises en place. Et donc, difficilement, vous allez vous déplacer. Bon, et quand vous vous déplacez, c'est ce que vous voyez. Mais quand vous voyez que ce que vous avez sur les réseaux est véritablement différent de ce que vous voyez sur le terrain de la réalité, vous tombez des nues. Et c'est ce que vous voyez que vous... Je vais dire, c'est ce que vous voyez, vous informez par rapport à ce que vous voyez. C'est ce qui est vu, c'est ce qui est su. Et c'est ce que vous touchez. Mais si vous n'avez pas vu, si une source crédible ne vous a pas informé, il faut s'abstenir. Parce que le code même l'a dit, hein, en cas de doute, s'abstenir. Il faut s'abstenir de publier. Bien sûr. Au-delà de la... Mais je veux dire, parce que tout le monde évolue dans un environnement concurrentiel. Il y a la recherche du scoop. Il y a la recherche des exclusivités. Et donc, quand vous évoluez dans ce contexte et les réseaux sociaux de la désinformation, et de l'autre côté, vous avez de la concurrence. Parce que votre média doit se placer quand même au cœur de l'information. Parce que vous aussi, vous avez la pression de vos lecteurs, tout à fait, la pression des téléspectateurs, de vos auditeurs, de vos téléspectateurs. Et puis, actuellement, tous ceux qui sont en ligne, vous mettent la pression et mettent votre crédibilité en jeu. Tout à fait. Vous voyez, vous mettez votre crédibilité en jeu. Et donc, dans cet instant précis, des fois, vous êtes confus. Des fois, vous êtes confus, mais vous êtes obligé de montrer en réalité que votre crédibilité est là. Votre crédibilité est là et vous devez quand même travailler pour. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire aussi? Il y a aussi que les médias doivent mutualiser aussi leurs forces. Les médias doivent mutualiser aussi leurs forces dans ce contexte. S'il y a un média crédible qui a des informations, puisque des fois, au niveau des journalistes, on s'appelle, on demande un certain nombre de choses. Voilà, même si c'est concurrentiel. Et donc, à ce niveau-là, les confrères devraient quand même unir leurs forces pour sortir une information crédible, puisqu'il s'agit aussi de notre pays. Tout à fait. Justement, parlons du pays. Le pays qui est aux prises avec des mutins, le pays qui doit se défendre ses habitants et les habitants qui doivent être informés au même moment. Si le journaliste a des bribes d'information, lui, il est professionnel. Alors, comment est-ce que
au-delà du traitement de l'information, sa personnalité entre en jeu quand il poste quelque chose, par exemple? Oui, quand il poste, d'abord, il ne poste pas comme ça. C'est-à-dire que ça passe d'abord par son média. Puisque, au niveau des réseaux sociaux, quand vous postez, c'est comme, comment je vais dire, je vais parler d'une certaine continuité, mais c'est-à-dire que c'est le média qui poste d'abord. Et c'est le lien que vous prenez, que vous postez sur les réseaux sociaux, ou quand vous prenez l'information, vous donnez la source. C'est-à-dire que quand vous prenez ça en intégralité, vous donnez la source. Et donc, c'est d'abord le média. C'est vrai, il n'y a pas de média sans journaliste, et il n'y a pas de média crédible sans journaliste crédible. Et donc, à ce niveau, la crédibilité vaut et pour le média et pour le journaliste. Oui, mais après, quelle est la frontière entre ce que le média public et le journaliste pré-intuitif, personné, qui a aussi sa position et son information? Voilà. Non, je comprends parce que là, vous voyez, les médias sont démocratisés. Vous êtes là en tant que journaliste, vous avez votre page. Tantampion aussi a sa page. Vous voyez? Et il est quelque part, il a une information à une certaine hauteur, il filme, il publie. Il en a le droit ou pas? Il en a le droit. Bien sûr. Il en a le droit puisque le contexte lui donne le droit aussi de publier une information. La difficulté là, c'est qu'il ne traite pas l'information avant de poster. Donc, à chaud, il poste. Et vous êtes obligé de traiter, de mettre dans votre cerveau et d'agir avec les règles déontologiques. Parce que vous savez que si vous manquez ou si vous n'observez pas, parce que l'inobservance des règles déontologiques vaut sanction. Tout à fait. On vous sanctionne par rapport à ça. Donc, si vous n'observez pas les règles déontologiques, votre métier vous sanctionne. Et c'est là où il y a la différence entre les règles déontologiques, les règles morales et les règles éthiques. Et donc, quand vous voyez que votre métier, on peut vous sanctionner dans votre métier, quand on vous sanctionne de façon négative, ça joue sur votre professionnalisme. Et quand ça joue sur votre professionnalisme, vous êtes obligé de travailler et de mettre en place un certain nombre de pratiques que vous avez eu à apprendre lors de votre formation et lors de la pratique. Voilà. Alors, les sources d'information, comment est-ce que dans une situation de crise, dans une situation comme celle connue par le Bénin le 7 décembre, les sources peuvent collaborer pour donner l'information crédible? Parce qu'il faut reconnaître que ce n'est que le lendemain, véritablement, à l'issue du Conseil des ministres extraordinaire du 8, que le gouvernement a publié le schéma de ce qui s'est passé, la chronologie de ce qui s'est passé. Est-ce que quelque part les journalistes n'ont pas manqué à leur devoir? Non, je ne pense pas. C'est trop difficile de le dire. C'est quand vous n'êtes pas dans la pratique et quand vous ne l'avez jamais pratiqué que vous pouvez faire des commentaires un tout petit peu désobligeants par rapport à cela. Vous voyez, la question de source est très difficile. Et c'est une question aussi de culture. Dans certaines cultures, on vous donne tout. C'est à vous de voir ce que vous pouvez passer parce qu'on sait que vous savez ce qu'il faut passer, ce qu'il ne faut pas passer. Tout à fait. Dans certains contextes, il y a les sources qui verrouillent. Qui ne veulent pas parler. Oui. Il y a des personnalités qui ne veulent même pas sentir la présence des journalistes. C'est aussi une question de culture. Vous voyez, c'est aussi une question. Et donc, si nous voulons avoir une société qui ne diffuse pas des infox, qui ne diffuse pas des intox, nous devons travailler à ce que les sources soient accessibles et qu'on ait des sources véritablement libres à donner des informations aux journalistes pour qu'ils puissent faire quand même le travail. Le journalisme, nous l'avons dit, est un métier, c'est une science, mais la démocratisation des réseaux sociaux fait qu'aujourd'hui, on confond les activistes, ceux qui se font appeler des influenceurs, aux professionnels des médias. Alors, comment est-ce que ce couteau à double tranchant, le journaliste peut l'utiliser pour ne pas se blesser et blesser sa société? Non, mais il y a des journalistes aussi qui sont des influenceurs. Parce qu'il faut évoluer avec son temps. Oui, il faut évoluer avec son temps. Vous ne pouvez pas être aujourd'hui journaliste et faire fi
de tout ce qui se passe. Impossible. Des réseaux sociaux, ce n'est pas vrai. Mais si vous avez été journaliste dans les années 70, même dans les années 2000, si vous avez été journaliste, vous n'êtes pas dans les mêmes contextes que le contexte d'aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? 25 ans après, beaucoup de choses ont évolué. Et beaucoup de choses évolueront d'ici quelques années parce que il y a que les choses sont obsolètes et d'une certaine manière, au moment où vous passez, il y a des applications, il y a des outils qui se forment véritablement au moment où vous passez. Ouais. Et donc, des journalistes aussi sont des influenceurs. Et j'ai eu dit aussi que quelque part, un influenceur est un média. Bon, nous ne l'avons pas encore ici. Je crois que c'est des réflexions pour voir, parce que vous voyez, si quelqu'un a sur sa page des millions de personnes qui le suivent, c'est quand même un espace pour s'exprimer. Hier, ce sont des indices que l'on a par rapport aux médias. C'est-à-dire, on dit, voilà, nous sommes sur la SRTB, nous parlons aux 13 millions ou aux 14 millions de Béninois. Vous voyez? Mais aujourd'hui, il y a un seul individu, il fait un post et c'est pour 25 millions, c'est pour 30 millions, peut-être que j'exagère. Peut-être que j'exagère. Et donc, vous voyez véritablement que les médias se sont déplacés. Il y a un certain déplacement des médias. Et donc, la preuve est que les médias classiques aussi ont des espaces sur les réseaux sociaux. Oui, c'est une extension, ce qui est normal. Parce que vous ne pouvez pas ne pas faire ce travail-là, puisque c'est là tout le monde est... J'ai mon téléphone, je clique, et puis j'ai une information juste. J'ai une information juste. Tout à fait. Je ne vais pas vers la télévision, ni la radio, et tout ça, peut-être que je vais là-bas pour confirmer. Pour confirmer. Et il y a des choses qui se passent sur les réseaux sociaux qu'on n'a pas au niveau des médias classiques. Mais la jonction, c'est que vous travaillez sur votre média classique et vous envoyez au niveau des réseaux sociaux pour encore avoir un peu plus d'auditoire ou bien d'audimat. Voilà, d'audimat. Vous êtes obligé, c'est une obligation. Alors, Armand Villegla, comment faire alors pour qu'il y ait une sorte de collaboration entre journalistes et utilisateurs de réseaux sociaux pour préserver la paix du pays? Oui, c'est une grosse question. Parce que vous voyez, les informations qui viennent ne viennent pas aussi de chez nous directement. Il y a des informations qui viennent d'ailleurs. Il y a des laboratoires, pour emprunter un mot, il y a des officines qui, profitant des choses qui se passent, instaurent la guerre de l'information. La guerre de l'information. Et vous savez que sur le plan médiatique, d'abord, quand on est dans le champ lexical de la guerre, c'est d'abord la guerre gagnée d'abord au plan médiatique. D'abord au plan médiatique. Donc, il y a d'abord une guerre informationnelle au plan médiatique. C'est qu'on agit sur la psychologie des gens. Parce qu'on sait qu'il est difficile aux gens d'aller sur le terrain et de vérifier. Parce qu'on sait qu'il est difficile. Et donc, on veut faire cette guerre-là au niveau des médias. Et aujourd'hui, nous avons l'extension au niveau des réseaux sociaux. Vous êtes chez vous, vous avez une information, tac, quand vous ouvrez votre téléphone. Tout à fait. Vous voyez ce que ça donne? Dans ce contexte, comment est-ce que nous préservons la paix et la quiétude dans le pays? Il est de notre responsabilité, d'abord en tant que journaliste, et il est de la responsabilité collective de travailler sur un certain nombre de choses. D'abord pour le journaliste, de travailler avec circonspection, de travailler avec rigueur. De vérifier l'information avant publication. De vérifier, même si nous sommes dans un monde, dans un contexte de concurrence, comme je l'ai dit, mais de vérifier. Et de rétention d'informations au niveau des sources? Oui, de rétention au niveau des sources, mais le journaliste ne doit pas faire de la rétention aussi. Ça, c'est aussi un couteau à double tranchant, on ne doit pas faire aussi de la rétention, mais ça dépend des informations, par exemple, qui mettent en péril, par exemple, notre cohésion sociale, et des affaires de haine. Nous ne devons pas
publier ces informations-là parce que nous avons des conséquences incommensurables. Allez, Armand Videgla, si on doit conclure cet entretien, comment est-ce que et ancienne et nouvelle génération et génération intermédiaire de professionnels de médias, quel que soit leur niveau, comment peuvent-ils collaborer, comment peuvent-ils pratiquer le journalisme aujourd'hui, non seulement pour faire rayonner le pays, pour ne pas tomber dans la guerre communicationnelle, mais pour préserver aussi la paix? Oui, l'une des choses, c'est, comme je l'ai dit, la mutualisation des forces. Parce qu'on se connaît, les journalistes se connaissent de génération en génération. Aujourd'hui, les journalistes qui sont sur les réseaux sociaux, qui travaillent en ligne, se connaissent. Ils ont même des associations pour faire entendre leur voix. Et donc, mutualiser les forces pour avoir une information crédible. C'est vrai, la concurrence est là, mais l'intérêt et l'intérêt général, c'est le pays. Merci. Et c'est le seul que nous avons. Tout à fait. Et nous devons préserver de pays. Et nous devons préserver la paix. Merci Armand Videgla. Je rappelle que vous êtes journaliste. Vous étiez sur ce plateau pour échanger avec nous, nous trouver des pistes dans la pratique et le rôle du journalisme dans un contexte où le pays traverse une crise. Merci d'avoir été là. C'est moi. Ici, c'est chez vous, vous le savez. Très bien. Revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Bonne journée à vous, Armand Videgla. Mesdames, Messieurs, on va marquer une courte pause pour vous revenir dans un instant. Besoin de publicité, de couverture médiatique, d'annonces nécrologiques ou d'autres prestations à passer sur les médias du service public sans pour autant vous déplacer? Ok, commandez désormais vos prestations sans bouger de chez vous sur le www.srtb.bj. Passez commande en toute sérénité et gagnez du temps en cliquant sur le menu e-service. Choisissez la prestation à payer et suivez les instructions. Infoline plus 229 01 69 70 55 55. Dis-moi, tu as bien tous tes papiers pour ton concours demain? J'espère que tu ne vas pas encore courir dans tous les sens. Maman, il me faut mon acte de naissance et mon CIP. Mais demain, avec le mandat l'année, je vais souffrir. Mon fils, en 2025, tu veux encore faire la queue? Et c'est ANIP-BJ. Tout se fait sur ton téléphone. Besoin d'un document officiel? ANIP-BJ, c'est l'administration sans stress où que vous soyez. Attends, je peux retrouver mon NPI, demander mon CIP, mon FIG, mon acte de naissance et même faire la demande de ma carte d'identité biométrique et choisir le lieu de retrait. Et tout ça sans passer des heures sous le soleil devant un guichet? On peut obtenir son certificat de résidence et le certificat de coutume et célibat. On peut même consulter les aptitudes des données et soumettre une demande de correction en cas d'erreur. ANIP-BJ, c'est simple, rapide et efficace. Plus besoin de vous déplacer. Vos documents vous suivent partout. Attends. Moi, je veux être sûr que ce CIP est bien un vrai. On parle tellement de fraude ces derniers temps que je ne veux pas avoir de mauvaises surprises. C'est super simple. Ouvre ANIP-BJ et lance la vérification de ton CIP. Ça fonctionne. Et ce document est bien authentique. Tu vois, papa, fini les doutes. Avec ANIP-BJ, plus de risque de fraude. Vérifiez n'importe quel document en quelques secondes avec ANIP-BJ. Ne prenez aucun risque. Ça, c'est une bonne chose. Demain, pas de stress, pas de course contre la montre. Merci, ANIP-BJ. ANIP-BJ, l'administration sans stress où que vous soyez. Téléchargez l'application et simplifiez vos démarches. Avant d'utiliser ANIP-BJ, assurez-vous que votre numéro de téléphone est bien enregistré auprès de l'ANIP. Et pour ce faire, rendez-vous dans un centre ANIP où la mise à jour ne prend seulement que quelques minutes. Contactez-nous facilement par WhatsApp, email
email ou téléphone. Notre équipe est là pour vous accompagner avec une assistance en français et en 10 langues locales. Comment faire une dénonciation auprès de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations des faits de corruption? 1. Rendez-vous sur le site web www.dénonciation.bj depuis votre navigateur. 2. Cliquez le menu Dénoncer dans la barre de menu. 3. Remplissez le formulaire de dénonciation qui s'affiche avec des preuves, si vous en avez, et renseignez un code secret à 4 chiffres qui vous permettra de suivre votre dénonciation. 4. Déclinez votre identité si vous le souhaitez ou continuez en tout anonymat. 5. Notez le code de suivi qui s'affiche sur votre écran pour suivre le traitement de votre dénonciation. 6. Enfin, si vous aviez renseigné une adresse email valide, vous recevrez une notification dans votre boîte email avec le code de suivi. Vous pouvez aussi appeler gratuitement le numéro 155 pour soumettre vos préoccupations. Tous ensemble, œuvrons pour la consolidation de la bonne gouvernance au Bénin. Retour à plateau, mesdames, messieurs, nous vous l'annoncions, au fur et à mesure que les fêtes arrivent, beaucoup de manifestations se pointent à l'horizon et on a beaucoup de festivals ce matin. Patrick Dessous et son invité va nous en parler. Et puis après, il y a aussi d'autres activités. Ce matin, beaucoup d'événements à la une. Voici le tapis qui installe Patrick. Mon cher Patrick Dessous, bonjour. Oui, bonjour Alain. Beaucoup d'événements à la une ce matin. Beaucoup d'événements à la une ce matin. Nous allons commencer par un événement qui nous replonge. On avait parlé d'un festival à Agoué, on avait parlé d'un festival à Komé, à Lokossa, et puis, oui, Lokossa, Komé, Agoué. Mais maintenant, on retourne à Agoué pour parler d'un festival qui se déroule vraiment à Agoué. Le festival d'Agoué, c'est le FECUSA. Le FECUSA, c'est le festival de culture et de sport d'Agoué. Oui, culture et sport Agoué. Un festival qui est à une 1e édition. Nous allons en parler avec le promoteur. Il s'appelle Horacio Elvis Soji. Bonjour. Bonjour. Alors, FECUSA, on est à quelle édition pour cette année? Alors d'abord, merci pour cette tribune que la télévision nationale nous offre également à travers votre émission. Le FECUSA cette année est à sa 4e édition. On a achevé déjà, il y avait déjà eu des éditions antérieures, mais cette année c'était une édition transitoire pour préparer la 5e édition qui serait pour l'année prochaine. Et donc nous étions vraiment sobres aujourd'hui, une thématique redirigée vers la cohésion sociale, l'unité nationale et la paix pour faire de ce festival un levier, un vecteur, afin que les uns et les autres puissent se sentir et de par ce festival qu'on puisse aller de l'avant. Donc, aller de l'avant pour un festival qui se déroule, je dirais, à la frontière Bénin-Togo. Exactement. Parce qu'Agoué, c'est pratiquement la frontière, c'est pratiquement le Togo pour ceux qui sont au bord de ces frontières. Enfin, pour ceux qui sont là, ils se disent qu'ils sont bénino-togolais. Exactement. Le festival se déroule dans un espace transfrontalier et Agoué, de par son identité, reconnue, vraiment à fort potentiel. Et donc, nous autres, c'est une fierté pour nous de se sentir également dans cette région et d'organiser ce festival dans cette région. Alors, cette année, il y a eu la plantation de 250 palétuviers qu'on a plantés. 250 palétuviers qu'on a planté en partenariat avec une organisation non gouvernementale qui nous a permis en même temps aussi de se donner un défi pour un cumul à travers les 5 ans de l'année prochaine qui vont venir pour que les 250 palétuviers, on puisse en 5 ans réaliser tout au moins 250 initiatives à travers ce festival. Oui. Et vous avez décidé de vite faire ce festival, ce qui était prévu pour carrément à la fin de l'année. Exactement. On a dû anticiper parce qu'on sait dire qu'il y a pas mal d'événements qui s'en viennent, des événements politiques aussi. Et vu que nous autres, nous embrassons une dimension culturelle, on a préféré quand même anticiper pour qu'il n'y ait pas chevauchement à travers ces événements-là. Donc voilà.
Donc, les palétuviers plantés. Et quelles sont les autres activités qu'il y a eu pour ce festival, pour cette année, pour cette édition? Comme je le disais tout à l'heure, cette année, on était vraiment sobre. À part la mise en terre de plans, il y avait également le bilan du festival, une conférence bilan qui s'est déroulée. Et tout au moins, mobiliser quelques personnes quand même pour toujours dans la réflexion, envisager des perspectives futures et voir dans la mesure du possible comment remettre ce festival à une nouvelle dimension à grande échelle pour que ça puisse être vraiment comme désiré en fonction de la vision du festival, à l'image des grands jeux de la côte, quoi. Donc voilà. Oui, les enjeux de la côte. Et donc c'est un festival aussi qui vise le développement d'Agoué. Et les perspectives? Alors, les perspectives aujourd'hui, déjà, à la base, il faut reconnaître que ce festival est mis en place pour le développement économique, le développement social également, puisqu'à travers le festival, nous organisons des actions sociales, des œuvres caritatives aussi. Et donc, les perspectives à venir dépendront véritablement des partenariats que nous sommes en train de mettre en place. Et on serait très ouvert aussi d'avoir des appuis du gouvernement, puisqu'on n'en a jamais eu. Et puis, d'autres partenaires aussi nous prêtent main forte pour que ce festival puisse rayonner comme cela se doit. Et à l'écoute, ils vous entendent, ceux de l'attaque. Merci. Oui, merci. Vous avez un mot de fin? Alors, le mot de fin, tout à l'heure, j'écoutais mon aîné qui parlait avec le journaliste qui était passé et qui disait qu'aujourd'hui, il faudrait quand même que l'on puisse reconvertir nos actions à travers différentes plateformes, mais dans le bon sens. Que ce festival aussi puisse nous aider à aller dans le bon sens et à véhiculer des messages, à porter des initiatives à fort impact positif et puis voilà. C'est ça. Et Agoué va se retrouver capitale de la frontière. Toujours sa cité balnéaire, la cité balnéaire dans la commune de Grand Popo, avec plein de potentialités. Et je crois que notre devoir, c'est vraiment de travailler de façon minutieuse pour que Agoué puisse toujours garder sa lettre de noblesse. Donc voilà, que vivement que nous puissions quand même aller de l'avant et ce festival transfrontalier porte fruit aujourd'hui et en tout temps. Donc voilà. Oui, merci Elvis Horacio Sodji. Merci. Alors, d'un F, Alain, on passe à un autre F. F Festival, oui, et puis F Forum. Le FICM. Le Forum international de la conciergerie médicale. Exact. Et pour parler, le mot conciergerie, c'est un mot féminin. Pour en parler, c'est une femme. Et elle est là avec nous. Tout à fait. Laurence Badamassi. Alors, la conciergerie médicale, qu'est-ce que c'est? Déjà, bonjour à tous. Oui. Bonjour aux téléspectateurs. La conciergerie médicale, en fait, c'est un ensemble de services personnalisés qu'on propose à nos clients. Oui, oui, un ensemble de services personnalisés. Mais comme service personnalisé, j'ai entendu dire que vous avez parlé d'un parcours. Pour pouvoir suivre le parcours médical de chaque patient ou de chaque personne. Exactement. Oui, donc du coup, la conciergerie médicale permet aux patients, en fait, on organise le séjour médical de toute personne qui quitte un pays vers un autre pays pour des soins. Donc, c'est ou pour des bilans de santé, pour des soins ou pour des avis médicaux. Alors, moi, je voudrais vous demander, Madame Badamassi, quand on parle de conciergerie médicale, on évoque les évacuations sanitaires en un mot. Oui, exactement. On parle d'évacuation sanitaire. Alors, quand il y a une évacuation sanitaire, c'est vrai que les familles s'impliquent, mais vous vous positionnez comme des structures qui accompagnent les patients ainsi que leurs familles dans le parcours. Dites-nous concrètement quels sont les axes sur lesquels vous intervenez. Effectivement, nous aidons les patients et leurs familles en leur facilitant l'organisation. Donc, on va les aider, par exemple, à trouver un hôpital, à avoir des rendez-vous rapidement, à trouver l'hébergement, à les accompagner à tous leurs rendez-vous médicaux. Et donc, du coup, les patients sont plus rassurés, les familles sont plus rassurées et tout se passe bien.
Alors, de là à organiser un forum, quel est le pas qui a été sauté? Quelle est la nécessité d'organiser ce forum et de quoi s'agit-il concrètement? En fait, on a eu l'idée d'organiser le FICM 2025, déjà pour faire connaître le métier du concierge médical, parce que c'est un métier qui est inexistant en Afrique, où les gens ne savent pas exactement ce que c'est. Donc, du coup, on s'est dit, pourquoi ne pas organiser un forum pour faire connaître ce métier à nos compatriotes et leur dire, voilà, vous n'êtes pas seuls, que vous soyez au Bénin ou ailleurs. Il y a des gens qui sont là, qui sont dédiés, qui peuvent vous aider à trouver des rendez-vous rapidement. Même ici à Cotonou, donc vous avez besoin d'avoir un rendez-vous avec un spécialiste, ce qui n'est pas souvent évident, vous nous faites appel. Nous, on peut vous organiser un rendez-vous rapidement sur place ici, en moins de 24 heures. Donc voilà, c'est ça aussi les avantages de faire appel à des concierges médicaux. Alors, comment ça va se passer de manière concrète, le forum? Donc, ce forum, ça va être la première édition. Donc, on a choisi le Bénin, qui est notre identité, pour commencer cette première édition. Donc, le forum va rassembler toutes les personnes qui interviennent dans les évacuations sanitaires. Donc, donc, ça va être les médecins, les agents de voyage, les assurances et aussi des particuliers. OK. Voilà. Et ça va se dérouler où, ce forum? Donc, le forum se tiendra à Françoise Garden, ici à Cotonou. Non loin de Sofitel. Oui, c'est non loin de Sofitel, oui. Et ça va se dérouler quand exactement? Donc c'est le vendredi 19, donc demain. Donc, le 19, demain déjà. Demain déjà, oui. Le 19 décembre, donc ça va être toute la journée. Donc on commence à 8h et on va finir à peu près vers 18h30. Alors quelles sont les activités clés justement qui vont meubler ce forum-là? Il y aura plusieurs activités. Déjà, il y a des panels. Donc, il y a des médecins qui vont intervenir. Il y a des assureurs. Donc, on a eu la chance d'avoir des directeurs d'assurance qui seront là pour nous parler de qui paye les soins à l'étranger. Et il y aura aussi des stands, où il y aura des agents de voyage, les assurances, les gens qui sont dans le bien-être, qui viendront aussi exposer leurs produits. Oui. Voilà. Et qui sont les personnes qui peuvent y assister? Ou bien c'est ouvert à tout le monde? Oui, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Que ce soit des particuliers, des patients, des futurs patients, les agents de voyage, les assurances, les autorités, tout le monde est invité à participer à ce forum. Oui, invitation à participer à ce forum. Vous avez un mot de fin? Un appel particulier. Oui, notre mot de fin, c'est venez découvrir le métier de concierge médical. Et nous en avons tous besoin. Et donc ce sera le vendredi 19 décembre à la salle Françoise Garden à Cotonou. Oui. Merci. L'appel est lancé. Salle Françoise Garden à Cotonou, tout le monde est invité. Et tout le monde a entendu l'invitation à aller faire des tours à Agoué. Oui, je crois, Alain, tu fais souvent des tours à Agoué pour te retrouver. Oui. Sortir de Cotonou, parfois ça fait du bien. C'est clair. Et surtout quand vous allez à Agoué, le matin, le spectacle qui moi me fait toujours plaisir, c'est de voir les pêcheurs tirer les filets et les bateaux. Et parfois avec des chants. Et le secret, c'est que quand vous participez à cette activité, à la fin, vous avez du poisson. Merci à nos invités. Et nous avons d'autres invités qui vont venir. On va prendre donc congé de Horacio et de Laurence. Alors, d'autres invités. Parce que aujourd'hui, nous avons cette grâce d'avoir quelqu'un qui va nous parler des enfants. Mais des enfants qu'il a coachés, il a essayé de les coacher. En attendant, on va demander à Laurence et Horacio de céder leur place donc, aux autres invités. Et vous parlez donc des enfants. Oui, des enfants. Des enfants que ce monsieur a coachés
pour pouvoir faire un procès. Mais avant de le recevoir, il y a un élément que je voudrais que tout le monde puisse suivre, un élément qui plante déjà le décor. En juin dernier, vous étiez avec moi, vous et vos enfants, dans la salle bleue du Palais des Congrès de Cotonou. Plus de 300 personnes venues célébrer une même vision, celle d'une jeunesse consciente, responsable et éveillée à la justice. À la suite de cette rencontre, vous m'aviez confié de nouveaux enfants pour qu'ils soient eux aussi initiés au système de justice pendant les vacances, de juillet à septembre 2025. Et chaque samedi, nous avons travaillé, échangé, réfléchi, appris avec passion. 3 mois d'initiation rythmée par des modules essentiels à la construction d'un citoyen responsable. Ils ont appris aux côtés d'avocats, de magistrats, de procureurs, de commissaires de police, de juristes experts et des formateurs passionnés. Des femmes et des hommes de justice qui ont pris le temps pour transmettre la rigueur du droit, la beauté de la terre et la noblesse de la responsabilité. Aujourd'hui, le moment est venu de montrer au monde le fruit de ce parcours. Le 20 décembre 2025, dans la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou, vos enfants, ces futurs citoyens de 7 à 17 ans, qui sont aussi les miens, les nôtres, vous présenteront leur grand procès fictif. Une mise en scène éducative et émotive où ils parleront du droit avec le mot, leur sincérité et leur courage. Venez voir, venez les voir, venez les écouter et surtout, venez croire encore à la jeunesse qui grandit sage avec la loi. Rendez-vous le 20 décembre 2025, salle rouge, Palais des Congrès de Cotonou. La billetterie est disponible sur www.juniordeguenon.com. En nous soutenant, vous investissez dans l'information. En nous soutenant, vous faites plaisir à la jeunesse béninoise. Vous faites plaisir pour la justice. Je suis Junior Deguenon, juriste, consultant, auteur et formateur. Junior Deguenon, juriste, consultant, auteur et formateur. Il s'est déjà présenté. Bonjour Junior. Bonjour. Alors, Wai, pourquoi un procès fictif? C'est la question qui me vient toujours en tête. Un procès fictif, pourquoi? D'accord. Alors, moi je suis un acteur, je suis un jeune et je suis dans le quotidien de la justice. Et lorsque je suis dans les salles des palais de justice et que je vois un jeune de 22 ans aujourd'hui, qu'on le condamne, je me dis, mais c'est l'enfant de quelqu'un d'hier qui a certainement manqué l'éducation juridique. Et on ne donne qu'à son enfant que ce qu'on a. La plupart des parents même n'ont même pas aussi l'éducation juridique parce que c'est une science qui est réservée généralement à ceux-là qui sont partis à l'université et qui ont fait la faculté de droit. Et si on dit que nul n'est censé ignorer la loi et qu'on doit appliquer cette loi-là à tout le monde, il faudrait alors commencer par initier les plus jeunes, les enfants, au système de justice. Les adultes déjà subissent déjà, alors il faudrait se concentrer sur les enfants. Oui. Et donc les enfants sont initiés au système de justice dans un cadre cohérent pendant 3 mois avec des professionnels de la justice, des juristes, des commissaires, des avocats, des procureurs, des juges, et qui les forment pendant 3 mois. À la fin de ce parcours, les enfants viennent maintenant nous montrer ce qu'ils ont appris et surtout pour nous former, nous aussi, pour nous éduquer, pour nous montrer des faits de société à travers un procès fictif. Et donc, ils nous montrent dans leur éloquence, dans leur mise en scène, ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ignore parfois et ce qu'ils urgent qu'on apprenne dans notre société. Monsieur Deguenon, est-ce que à ces enfants, vous imposez des thématiques à aborder lors de ces procès fictifs? Nous demandons aux enfants de choisir sur quel module ils souhaiteraient travailler. Et donc, s'ils souhaitent travailler sur la cybercriminalité, sur cyberharcèlement, ou bien s'ils souhaitent travailler sur corruption, fraude et autres, ils choisissent. Et c'est sur la base de cela qu'on travaille maintenant pour se révéler au plus grand public. Bien, en faisant le bilan après ces quelques éditions, comment ça se passe? Est-ce que vous sentez que les enfants adhèrent? Est-ce que ces enfants, après la formation, se retrouvent en bonne position? Est-ce qu'on les sent très intéressés? Déjà, cela suscite en ces enfants la vocation.
Et les enfants deviennent le produit de leur environnement. Aujourd'hui, maintenant, nous remarquons que ces enfants-là sont en train de faire des merveilles. La bonne preuve, il y a une qui a participé à un concours national de la justice et qui a remporté un des plus grands prix. Super. D'autres enfants également font également leur parcours et montrent beaucoup plus dans leur environnement ce que ça fait. Les parents en témoignent tout le temps et c'est eux qui ont même l'habitude de ramener d'autres enfants pour qu'on puisse également initier ces enfants-là. Et la plupart de tout le monde est vraiment content par rapport à cela. Et aujourd'hui, nous avons 283 enfants qui ont déjà suivi ce programme-là. Alors que nous avons commencé au début avec 5 enfants. 283. Oui. Et pour cette édition, il y aura à peu près combien d'enfants? Pour cette édition, nous avons formé 38 enfants. Oui. Les 38 enfants, il y a 15 sur le site de WIDA qui feront leur procès fictif dans le mois de janvier, février. Et maintenant, à Cotonou, il y aura 25 enfants qui vont plancher le samedi prochain. 25 enfants. Donc, vous invitez les parents à y participer. Oui, nous invitons les parents à y participer, les éducateurs, tout le monde, et tous ceux qui sont des citoyens qui veulent apprendre du droit, qui veulent apprendre beaucoup plus les infractions les plus courantes de la vie, à venir suivre ce procès. Un procès fictif, on le rappelle. Ce procès fictif, bien sûr. Oui. Alors, est-ce que vous avez un appel particulier? Vous avez déjà lancé l'appel. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que vous voudriez bien dire aux parents, ces parents qui vous accompagnent depuis des années et qui ont décidé de donner ce cadeau de Noël à leurs enfants? Je voudrais déjà dire merci aux parents qui font confiance à notre programme et qui confient leur enfant à un parfait inconnu et qui restent là tout au long du programme et qui les supportent. Je voudrais vous dire merci et ce samedi, vous allez découvrir le talent en vos enfants. Vous allez découvrir beaucoup plus ce qu'ils savent désormais faire et comment ils peuvent désormais se comporter dans la société. Venez voir beaucoup de choses. Oui, découvrir le talent des enfants. Oui, parfois les enfants en matière de scolarité ont des talents, mais ils ont une certaine phobie. Nous allons en parler avec le plus grand clinicien que moi je connaisse, clinicien, psychologue, André Alihono, bonjour. Bonjour, chef. Alors, la phobie scolaire, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on est à la veille des congés et ça nous rappelle toujours que les enfants, ils auront de la peine à reprendre ou de la peine à aller en congé. C'est quoi la phobie scolaire? Oui, bien, merci beaucoup. En fait, ça paraît un peu bizarre de dire qu'on parle de phobie scolaire en ce moment, à la veille des congés, mais c'est une réalité qui sévit dans le milieu scolaire. La phobie scolaire, pour définition, c'est cette peur excessive et irrationnelle de l'école. Ah, d'accord. Maintenant, il y a une peur excessive et irrationnelle de l'école, mais il y a des degrés de phobie scolaire. Par exemple, on va parler de cette phobie primaire pour les enfants qui n'ont jamais été à l'école, qui ont peur d'aller à l'école pour la première fois. Oui. On en rencontre plusieurs fois. Cette phobie secondaire, pour les enfants qui ont déjà été à l'école, mais traumatisés par un événement à l'école, ont peur d'y retourner pour la deuxième ou la troisième année, qui manifestent chaque fois cette peur-là. Mais il y a cette phobie-là que nous tous, pratiquement tous ceux qui ont fréquenté l'école une fois, a développé, la phobie scolaire spécifique, qui est liée à une matière, à un enseignant. Ça peut être la mathématique, ça peut être le sport, ça peut être les lectures. Chaque élève, lorsque cette matière-là approche et qu'il doit affronter cette matière, il développe un peu cette peur. Donc voilà un peu quelque chose qui nous amène à pouvoir parler de la phobie scolaire en cette période. Commençons déjà par le primaire, la phobie de la première fois, la première journée où certains enfants s'accrochent au pantalon de leur papa ou à la jupe de leur maman. Qu'est-ce qui peut pousser ces enfants à avoir cette phobie et comment y remédier? Oui, pour la première, je peux dire, c'est vrai qu'il y a plusieurs facteurs qui amènent la phobie scolaire. Et entre autres facteurs, oui, on va citer d'abord, je vais peut-être aller de façon très ramassée en 3 grandes catégories. Il y a les facteurs familiaux. D'accord. Donc les relations entre les parents. Si les parents, l'enfant vit dans un environnement conflictuel, ou il a des parents qui ont des problèmes de santé mentale, ou il sent un peu d'abandon,
où il pense que m'envoyer à l'école, on n'a pas traité ça avec lui avant de l'envoyer. Il pense qu'on veut se débarrasser de lui. Donc, quand ces éléments-là réunis peuvent faire que l'enfant, il va avoir peur de l'école. Parce que c'est comme si on veut aller me mettre quelque part, on veut aller me jeter. C'est comme une punition. Donc, il va avoir peur d'y aller. On a parlé de l'autre. Il peut y avoir aussi, mais les autres facteurs, c'est-à-dire les facteurs, par exemple, liés à la personnalité de l'enfant, vont contribuer un peu plus à la phobie secondaire ou tertiaire, et pardon, spécifique. Donc, le fait que l'enfant ait des difficultés d'apprentissage, le fait que l'enfant ait déjà été à l'école une fois et ait subi de l'agression de la part de ses pairs, le fait que l'enfant ait une mauvaise relation avec un enseignant, peuvent l'amener pour l'année qui va suivre à dire « je n'ai pas envie de retourner » parce que ce n'est pas un milieu qui me valorise et qui me permet de m'exprimer. Oui. Bon, allez, pour ces deux phobies, les remèdes, est-ce qu'il y a un remède miracle ou bien c'est au cas par cas? Non, il y a des orientations, c'est-à-dire la possibilité pour l'école déjà de créer un environnement positif et attrayant qui motive et retient l'enfant, parce que c'est à partir de là. Il y a la possibilité pour les parents de communiquer énormément avec les enfants, de les écouter surtout, et d'amener les enfants à verbaliser, à exprimer ce qu'ils ressentent à l'école, pour pouvoir dire, quand ils ont des difficultés sur des matières, trouver ensemble avec eux les possibilités de pouvoir répondre, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir se valoriser et de pouvoir travailler leur estime de soi. Et donc, un peu de tout ça. Maintenant, quand la phobie devient pathologique, où ça crée un problème de relationnel avec l'enfant, l'enfant même avec lui-même, avec son environnement, là, on peut faire recours à un professionnel. Il y a des thérapies qui sont conseillé. On fera le diagnostic, on verra la thérapie adaptée pour pouvoir accompagner l'enfant. Oui, mais ça me rappelle, quand vous avez parlé de phobie par rapport à une matière, ça me rappelle comment j'ai dû fuir les lettres pour me retrouver enfin, les sciences, pour me retrouver en lettres. En fait, j'étais bien scientifique jusqu'en 4e, 3e. Pour la petite histoire, BPC en 4e, et puis bon, j'ai quand même fait la 3e. Et en passant en seconde, je rencontre le premier professeur qui vient, professeur de mathématiques, il rentre dans la salle, il dit, bon, vous êtes des nullards en maths, donc je n'ai même pas besoin de me gêner. Et puis, dès qu'il a dit, vous êtes des nullards, je l'ai multiplié par 0, lui aussi, il a devenu le pouvoir, et puis tranquillement, j'ai pris mes romans, mes bandes dessinées, et chaque fois qu'il vient au cours, littéraire. Chaque fois qu'il vient au cours, moi je m'occupe de mes bandes dessinées. Donc c'est comme ça que j'ai laissé les sciences, enfin... Et donc l'encadrement peut choquer aussi l'apprenant et semer le désamour entre sa matière et l'élève. Oui. Donc c'est ça que je voudrais attirer. Je voudrais que vous puissiez parler aux enseignants pour qu'ils puissent savoir qu'ils ont un rôle primordial pour pouvoir accrocher les élèves. C'est ceux qui nous suivent et ils savent, hein, les enseignants, qu'il faut désormais ne pas vraiment choquer les enfants au point de les faire, disons, détester leur matière. Patrick Dossou, le temps commence par nous tacler par ici. Okay. Bon, donc voilà, à la veille de congé, vous avez pensé qu'il faut avertir pour que les enfants puissent aller, avertir les enfants puissent aller en congé et revenir avec l'esprit un peu plus tranquille. Un bon esprit, parce que je dis souvent, les mots M-A-U-X de la vie peuvent être résolus, peuvent être solutionnés par l'éducation. Allez. Pas les mots M-O-T-S. Voilà, pour ne pas créer des mots M-O-M-A-U-X. Allez, merci Patrick Dossou. On va devoir conclure donc ce panel avec l'autre boulevard que vous avez ouvert depuis lundi. Oui, depuis lundi, un boulevard vers Noël. Nous avons parlé des enfants, les enfants pour un procès fictif, les enfants pour aller en congé. Maintenant, les enfants, le Père Noël. Le Père Noël ou le
Petit Papa Noël. Ce chant mythique est exécuté par plusieurs vedettes. Aujourd'hui, nous allons parler d'une vedette que vous connaissez très bien. On l'appelle Céline Dion. On suit. Petit Papa Noël. Elle a chanté aussi Céline Dion. Céline Dion, née le 30 mars 1968 à Charlemagne, au Québec, au Canada. Canadienne. Petit Papa Noël, eh bien, on va pouvoir rester dans cette ambiance de fête-là. Et quand il y a fête, on balaie la maison, on nettoie les coins et recoins. Et surtout, on fait de la décoration. Amandine Aniabosso va nous en parler après cette virgule. Amandine Aniabosso, nous allons faire briller nos intérieurs à la maison, bien sûr. Oui, Alain Sotoumé, à chaque grand événement tel que les fêtes de fin d'année, on voit apparaître dans nos villes ou dans les maisons des éléments décoratifs souvent très lumineux qui captivent. Les décorations de Noël se font en particulier à domicile pour relooker un peu la maison afin de la rendre plus attractive et conviviale. Certains font appel à des spécialistes qui ont la maîtrise de placement stratégique d'éléments décoratifs pour plus d'efficacité. Madame Ali Aladaye, vous êtes architecte et décoratrice d'intérieur. Bonjour à vous. Bonjour Madame Aniabosso. Et dites-nous déjà en quoi consiste la décoration d'intérieur et pourquoi elle est si importante pour célébrer les fêtes de fin d'année. Eh bien, vous savez, la décoration d'intérieur vient habiller nos intérieurs. Nous ne sommes rien sans nos maisons, nos bureaux, les espaces de vie dans lesquels nous évoluons, nous travaillons. Donc, oui, la décoration d'intérieur, elle est très importante, aussi bien pour la beauté physique qu'on voit, la beauté visuelle, que notre beauté intérieure. Ça nous soigne au fait, la décoration d'intérieur. Et quand quelqu'un vous sollicite pendant les fêtes de fin d'année pour décorer sa maison, qu'est-ce que vous lui proposez généralement? Ben, généralement, on agit sur 2 points, c'est-à-dire, premièrement, on rafraîchit l'intérieur, on agit sur la décoration d'intérieur, on travaille sur les textiles, les rideaux et tout. Et on essaie de désencombrer, de nettoyer, parce que c'est surtout ça. C'est le moment d'enlever les toiles d'araignée. Les toiles d'araignée, de secouer tout ce qu'on n'avait pas l'habitude, les coins qu'on n'avait pas l'habitude de balayer, on les remet au goût du jour. Et si possible, on met une nouvelle peinture, pourquoi pas. Mais aussi, on reste sur le côté festif, parce qu'il ne faut pas oublier que les fêtes de fin d'année sont là pour nous amener une bonne fin de l'année qui est en cours et une nouvelle année qui vient. Donc ce sont de la nouvelle qui arrive. Ce sont des énergies qui se choquent au fait. L'énergie de l'année qui part et l'énergie de l'année qui vient. Donc il faut bien arranger les choses et apporter ce côté festif pour pouvoir se sentir en fête quand même. Et quelles sont les couleurs qui sont privilégiées pendant cette période de fête, par exemple? Il y a plusieurs couleurs, mais il faut savoir qu'il y a des couleurs qui sont toujours là. Ce sont les couleurs de la Noël. On a le rouge classique, le rouge, le vert et le doré. Mais quand on veut aller un peu plus au-delà de ça, pour les fêtes de fin d'année proprement dites, eh bien, on va ajouter la couleur dorée un peu plus. On va aller sur la couleur champagne. Oui, ce n'est pas que une boisson, le champagne. Et il y a également du blanc qu'on va mettre, du noir si vous voulez rester dans le style contemporain. Et puis, quoi d'autre? La couleur argent, la couleur terracotta. Le brun aussi. Le brun, les ocres, les marrons, les beiges. On va venir avec la couleur ivoire, qui est une très belle couleur, qui apporte élégance et chic tout de suite à l'espace dans lequel on
la met. Mais en plus de ça, il faut savoir qu'on va rester en connexion avec le style de décoration que nous avons dans notre maison. Voilà. Si nous avons un style contemporain, on va partir plutôt sur des couleurs noires, le doré qui est un exhausteur de couleurs, l'argenté, pourquoi pas, et surtout la couleur champagne qui est très chic et apporte beaucoup d'élégance. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu la couleur champagne puisqu'on n'a pas... C'est comme quand vous servez une coupe de champagne. Okay. C'est un peu jaune, exactement doré. Ça. C'est un peu doré, mais c'est plutôt vers un truc comme ça. Vous voyez, c'est un peu comme le panier qu'elle a. J'ai essayé de mettre du doré dessus, mais le mélange de cette matière-là, qui est du raffia et de la bombe dorée, ben, ça a donné la couleur champagne. Et déjà la composition qu'on a à côté de vous, à quelle occasion ou bien dans quel coin de la maison il faut déjà mettre c'est un plateau. D'abord, c'est composé de quoi déjà? C'est un plateau décoratif qui est composé déjà d'un plateau qu'on a trouvé sur les marchés. Hein. Ça coûte presque rien. Le côté écologique? Et le côté écologique, je suis très accrochée à ça. Et on a mis un cadre dans lequel on pourrait mettre n'importe quelle photo, mais pourquoi pas la photo des enfants, parce que c'est la fête des enfants, déjà Noël. On a mis une bougie qui donne de très belles senteurs quand on les allume. Prendre, on va voir la bougie. Oui, d'accord, la bougie, elle est là. C'est une toute petite bougie parce que c'est un petit plateau. Pour apporter la couleur et le côté naturel, on a pris un petit bout de bois qu'on a collecté dans la nature et on l'a bombé avec de l'argent, couleur argent. Il y a un masque. Bien entendu, il y a le masque. Il ne faut pas l'oublier. Il n'y a pas de Noël sans masque, c'est clair. Donc voilà, on a pris une couleur qui mélange les deux exhausteurs de couleurs, le doré et l'argenté. Et puis, bien entendu, on a ces boules qui représentent déjà un petit sapin. Donc la symbolique du sapin, elle est là. Et voilà. On pourrait considérer ça comme une grappe de raisin, pourquoi voilà, pas? comme une grappe de raisin quand vous mettez à l'envers, ce qui est très bénéfique par rapport à la prospérité, la symbolique. C'est ça. Et donc, ici, nous avons pris un pot de fleurs et puis on a rapidement composé avec les couleurs, c'est-à-dire on a ramené du jaune, du vert et du rouge, qui sont des couleurs de la Noël. Donc, vraiment... quand on n'a pas grand moyen, oui, on peut avec le ça, faire. on peut déjà... Et voilà, on a travaillé juste du cordage, toujours pour rester dans le côté écolo. Voilà. Et l'indispensable souvent des fêtes de fin d'année pour la déco, c'est le sapin de Noël. Si. Est-ce qu'il y a des astuces pour sublimer nos maisons en fonction de nos moyens? Oui, le sapin de Noël. Imaginez des fêtes de fin d'année sans sapin de Noël. Ce serait un peu comme n'importe quelle fête qu'on organise durant au cours de l'année. Donc le sapin de Noël vient avec sa symbolique qui représente vraiment les fêtes de Noël. Et là, il peut se décliner dans toutes les couleurs, toutes les matières. Ici, on va parler carrément de couleurs, de matière et aussi d'éclairage. Parce que quand vous avez les objets, si on avait ajouté une guirlande lumineuse, ça allait donner un autre effet. Tout à fait. Donc, avec des jeux de lumière. Avec des jeux de lumière qui sont répartis de part et d'autre, ça égaye l'endroit, ça apporte le côté festif. Donc, le sapin de Noël, oui, mais on ne va pas rester dans un sapin inanimé, on va l'animer avec des matières comme des boules, des nœuds, on va mettre énormément des figurines de Père Noël. Des figurines de Père Noël, on va mettre des clochettes et tout pour faire vibrer ce sapin. Il ne faut pas se charger non plus. Maintenant, quand on a envie de lui donner plus de profondeur, eh bien, on va allumer ce sapin de Noël avec des guirlandes. Mais pour placer cela, on va essayer de mettre les guirlandes de l'intérieur vers l'extérieur. Du coup, on va voir la profondeur. Parlant de sapin, voilà, on l'a à l'antenne comme ça, bien décoré. Des sapins, c'est bien décoré. Donc, on prend des boules qui sont plus grosses, plus petites, des guirlandes de lumière, des guirlandes aussi de foufou et tout. On ne se prive pas. Mais attention, il va falloir rester cohérent par rapport aux couleurs. Je conseille de ne pas utiliser plus de 2 ou 3 couleurs.
pour rester Parce en cohérence. on retrouve des sapins, c'est 10 couleurs. Non, c'est trop déjà. Oui, mais si la personne aime les couleurs, pourquoi est-ce que vous voulez lui refuser d'avoir plein de couleurs à la maison? Oui, mais on peut rester dans des dégradés de la même couleur pour pouvoir être cohérent. Parce que quelque part aussi, il ne faut pas se rendre malade avec les couleurs qui s'entrechoquent. C'est très important. Parfois, on a l'impression que c'est quand on en met un peu trop que franchement, on fait la fête. Justement, c'est un piège. Il faut l'éviter. On a tendance à dire il faut en mettre, il faut ajouter, j'ai trouvé ça, tous les coups de cœur doivent y passer. Non, il faut prendre peut-être des décorations de Noël si vous avez le coup de cœur, mais rester dans une cohérence de couleurs aussi. Donc l'harmonie de couleurs est importante. Si vous avez un intérieur qui est blanc ou beige, vous pouvez vous autoriser à mettre 2 ou 3 couleurs dans votre sapin sans faute de goût. Mais si par contre vous avez déjà une couleur assez forte ou bien déjà un mélange de couleurs sur vos murs, vos canapés et tout, il va falloir choisir l'une ou 2 des couleurs là que vous allez retrouver dans votre sapin. Ali Aladaye, moi je voudrais vous demander, en matière de décoration d'intérêt pour la fête par exemple, quelle est la place des tableaux dans les maisons? Eh bien, c'est très important. Merci de poser cette question. On a tendance à se focaliser sur les guirlandes, les sapins de Noël et puis s'arrêter là. Non, il n'y a pas que ça. Il faut apporter de la joie avec de la nouveauté au fait, avec l'apport de nouveaux tableaux. Moi, ce que je conseille à mes clients, souvent quand je vais travailler chez eux, c'est de faire une rotation. C'est-à-dire, vous utilisez un tableau pendant peut-être toute l'année et à la fin de l'année, vous les décrochez, vous les rangez et vous mettez d'autres tableaux. Vous pouvez avoir 2 ou 3 et sur 5 ans, vous tournez dedans tranquillement. Et vous faites ce que vous pouvez. Et le piège aussi, c'est de croire qu'on doit tout changer chez soi. Non, on n'est pas obligé de tout changer. Parce que quand même, tout le monde n'a pas l'argent de faire des changements à chaque fête de fin d'année. Si vous avez les moyens, bon, vous perdez quand même votre identité. Parce que c'est un coup de cœur qui a ramené le tableau dans votre maison. C'est un coup de cœur qui a ramené cet ensemble de fauteuils et tout, cette couleur, ce rideau et tout ça. Donc, il ne faut pas forcément tout changer. Il faut juste les ranimer, les remettre au goût du jour et puis changer de place au meuble, par exemple. Et parlant par exemple de sapins, vous optez pour les sapins artificiels ou bien les sapins naturels ou bien les... Aujourd'hui, on a également des sapins en bois. Bien sûr, moi, j'opte sur tous les sapins. Ça dépend de l'intérieur de la personne. Il faut rester en cohérence avec les matières qui sont utilisées, les couleurs qui sont utilisées dans votre intérieur. Si vous êtes dans un style contemporain, vous pouvez prendre un sapin artificiel. Mais si vous êtes plutôt dans le style écolo, champêtre et tout, vous allez plutôt aller vers un sapin en bois ou naturel. Voilà. Fraîchement cueilli avec les feuilles qui tombent tous les jours. Voilà, ça fera un peu plus de travail, mais ça reste cohérent avec votre manière de vivre. Et quelles sont alors les matières à privilégier pour apporter de la légèreté, de la beauté et surtout pour faciliter la réutilisation? Écoutez, les matières sont multiples selon le style de sapin que vous avez. Si vous êtes dans un sapin naturel, c'est du bois, c'est tout ce qui est fibre naturelle, c'est tout ce qui va pouvoir toucher au côté écologique. Vous pouvez même ajouter des boules de poterie, poser des vases en poterie au pied du sapin. Vous voyez, vous apportez des matières qui sont vraiment proches de la nature. Mais si par contre vous êtes dans le style classique, vous y allez comme vous pouvez avec les objets synthétiques. Ça ne refuse rien. C'est à vous de voir la cohérence avec votre manière de vivre et l'environnement dans lequel vous allez poser. C'est selon le feeling de chacun. Mais il faut éviter de commettre des erreurs, des fashion faux pas. Voilà, il faut éviter de trop mélanger les matières. Il faut rester dans un certain style et pour ce faire, appeler un professionnel, c'est mieux. Vous. Madame Aladaye, merci beaucoup à vous. C'est moi. Alain, vous avez déjà décoré votre sapin de Noël? Ah non, ou bien c'est maintenant que vous allez acheter votre sapin de Noël? À partir de la semaine prochaine, puisque je ne serai pas au lead de cette émission, je vais m'occuper de ça. Je vous recommande d'opter pour les sapins naturels. Mais je vais faire comme
Patrick Diossou. Oui. Donc, on va clôturer cette rubrique avec un boulevard vers Noël. Vers Noël. Oui, allez-y. Côté décoration. Allez, merci beaucoup. Merci, Madame Ali. On vous retrouve prochainement. Merci. Comme j'ai l'habitude de dire à tous nos invités, ici, c'est chez vous. Revenez comme vous voulez. Merci. Allez, mesdames, messieurs, on va poursuivre cette émission. On va marquer une pause et vous revenir dans quelques instants, le temps de prendre un bol d'air. Sur nos plateaux, nos débats reposent sur le respect mutuel et la neutralité. Nous veillons à ce que les échanges restent axés sur les projets et les idées. Pas d'attaque personnelle, ni de discours de haine. Un média responsable est gage de confiance pour le citoyen. En période électorale, notre mission est d'informer avec rigueur, de veiller à un accès équitable de tous à l'espace médiatique et de garantir à chaque candidat une juste représentation. Un débat responsable, c'est la promesse d'élections apaisées. Le débat électoral doit être une tribune d'idées. Faisons des débats sur les médias, un outil de paix, de transparence et de cohésion nationale. Notre rôle est d'éclairer les électeurs avec professionnalisme et impartialité afin que chacun vote en toute conscience, donner la parole à tous dans l'équité et la responsabilité. Voilà le sens de notre engagement en période électorale. Tu vois mon pote, quand je fais le calcul, Canal Box c'est vraiment top. J'ai internet avec la fibre et c'est ultra rapide. Avant, je rechargeais tous les jours. 1 giga pour elle, 100 mégas pour lui. Maintenant, je paye une fois par mois ma connexion. Ça me coûte moins cher, c'est illimité. Imagine les économies. En ce moment, les frais d'installation sont en promotion. Rendez-vous en boutique Canal+ ou contactez votre vendeur Canal Box. Le plus grand rendez-vous du football africain est de retour. Les Guépards du Bénin sont prêts à rugir sur les pelouses marocaines. Et vous, êtes-vous prêts à vibrer? La SRTB vous offre en direct les matchs de la CAN Maroc 2025 à la télé, à la radio, partout et pour tous. Ne ratez rien de la CAN Maroc 2025 à la SRTB. Annonceur, réservez vos espaces à la direction commerciale. Contact +229 01 69 70 55 55. La Société béninoise d'énergie électrique informe son aimable clientèle de la mise en place de dispositions spéciales sur son réseau de distribution afin de permettre aux populations de passer de bons moments de fête de fin d'année. À cet effet, tous les travaux de maintenance programmés sur le réseau électrique sont suspendus sur la période allant du 15 décembre 2025 au 15 janvier 2026. Toutefois, la SB2E précise que des incidents techniques indépendants de sa volonté peuvent survenir. Les clients sont donc invités à contacter sans délai le centre d'appel de la SB2E au 7302, appel gratuit, ou au +229 01 68 52 52 53, message WhatsApp uniquement, afin de permettre une prise en charge rapide et efficace par les équipes techniques. La SB2E rassure sa clientèle de la mobilisation permanente de ses équipes, aussi bien techniques que commerciales, pour assurer la continuité de service pendant toute la période des fêtes et la remercie pour sa confiance renouvelée. La direction générale. Retour plateau, mesdames, messieurs, les fêtes sont là, les accidents aussi ne sont pas souvent loin. Qu'est-ce qu'il faut faire pour porter premier secours aux victimes? C'est tout de suite après cette virgule.
la Danonde, comme j'aime bien l'appeler, est déjà là. Madame Danonde, bonjour. Allez, Sochoum, mon Sochoum de tous les temps. Vous avez décidé donc de parler aujourd'hui de comment est-ce que nous pouvons être utiles en matière de premiers secours. Bien sûr, dans la droite ligne de ce que nous avons commencé hier avec le professeur Zoumenou, l'anesthésiste réanimateur. Oui. Aujourd'hui, nous allons recevoir un secouriste pour nous montrer les premiers gestes qu'il faut porter à un accidenté, de la voie publique, face à une situation quelconque. On va nous décrire les types de situations, ce qu'il faut faire. Ça va aller un peu vite aujourd'hui. On va aller dans du concret. Bien sûr, dans du concret. Et un peu comme hier, on va faire une démonstration toujours avec notre mannequin, M. Ganiou, qui sera encore là aujourd'hui, et sur qui on va poser, on va faire les actions. Mais d'abord, je vais nous inviter à suivre déjà cet élément que Victorine Bondé nous a permis d'avoir et dans lequel le directeur général du Centre national de sécurité routière revient sur les précisions, la prévention des accidents en circulation. Des bougies levées vers le ciel, un acte symbolique en hommage aux victimes des accidents de la route. Chaque année, plus de 1000 personnes perdent la vie sur les routes du Bénin. Ici, le Centre national de sécurité routière leur rend un vibrant hommage. C'est un moment que nous prenons pour repenser à tous les membres de nos familles, à nos amis qu'on a perdus du fait de la route. Mais c'est aussi une opportunité pour nous de nous souvenir des bonnes habitudes, des bons réflexes qu'il faut le garder sur la route pour que cet endroit soit toujours partagé, demeure un lieu de vivre ensemble qui ne nous enlève plus d'être cher. En plus du recueillement, ce moment est aussi l'occasion de sensibiliser la population au respect du code de la route, un impératif pour réduire le nombre de drames. L'initiative bénéficie du soutien de l'Union des motards du Bénin, mobilisée pour porter le message de prudence. Nous savons que dans notre coopération, il y a des gens qui s'amusent à faire de la vitesse. L'objectif pour nous est que les gens soient sensibilisés, surtout pour le port de casque. Parce que nous remarquons que souvent, quand il y a un accident, c'est souvent la tête qui est endommagée. Les gestes de base sont très simples. Lorsqu'on utilise la route, il y a le code de la route qui prescrit les limites de vitesse qu'il ne faut pas dépasser. Il y a des façons sécurisées de faire des dépassements. Il y a une incitation forte à ne pas prendre le volant lorsqu'on est en état d'ébriété, que ce soit d'alcool ou d'autres types de substances psychotropes. C'est ne pas être distrait au volant, c'est rester concentré sur la route, rester concentré sur le volant. Cette commémoration s'inscrit dans un cadre plus large. Le 16 novembre 2025 marque la journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route, couplée à la journée africaine de la sécurité routière. Heureuse d'annoncer. Eh bien voilà, nous sommes donc avec Frédéric Aronsou, il est secouriste, avec qui on pourra parler des premiers gestes qui sauvent, qui pourraient sauver, je vais dire, qui pourraient sauver un citoyen accidenté de la voie publique. Monsieur Aronsou, merci d'être là ce matin. Merci. Vous m'avez invité. C'est un plaisir. On nous dit souvent que ne pas porter assistance à personne en danger est puni par la loi. Par la loi. Alors, comment est-ce qu'on peut porter assistance à personne en danger? Est-ce qu'on fait automatiquement venir le mannequin? Non. D'accord. Pas tout de suite. D'accord. Parce que pour répondre à votre question, vous m'avez présenté tout à l'heure comme secouriste. Et le secouriste, c'est un volontaire pour faire des choses de sauvetage. Et là, il y a un principe cher pour le secouriste. Oui. Il doit sauver et rester en vie. Ah, c'est ça. Il ne faut pas qu'en voulant sauver, il perde la vie. Et la vie. C'est ça. On dit sauver sans dire succomber. Ça, c'est comme ça. Okay. Je suis de la Croix-Rouge. Donc, c'est le mot d'ordre. Toutes les fois qu'il y a accident, vous devez sauver. Et pour sauver, vous prenez des dispositions pour ne pas être aussi victime. Parce que si vous sauvez, vous êtes victime. Qui va sauver qui? C'est ça, c'est finalement. Ça. Effectivement. Okay. Donc, lorsque vous êtes sûr que tout est balisé, il y a la sécurité, notre première mesure à prendre, c'est d'être en sécurité. D'accord. Déjà vous-même? Nous-mêmes. OK. Nous-mêmes. D'accord. D'accord. Si on prend l'exemple de l'agent de la voie publique dont vous venez de parler, il faut baliser. C'est-à-dire? Si je prends les véhicules, on a au moins 2 triangles.
d'achat véhicule. Donc c'est le fait de poser les triangles qui s'appelle baliser le terrain. D'accord. Chez nous on dit assurer la sécurité ou bien baliser. Donc dès que vous faites face à une situation du genre, vous venez vous poser les 2 triangles. Oui, s'il n'y en a pas, parce que pour avoir un triangle, il faut qu'on ait un véhicule impliqué dans l'accident. On peut prendre les témoins pour aller faire des gestes pour dire, voilà, il y a un accident quelque part là et aller doucement. Alors, nous supposons qu'il y a une victime d'accident. On va demander à M. Ganiou de venir. De nous rejoindre. Si la victime est là tout de suite, comment est-ce que, quels sont les premiers gestes qu'il faut lui administrer en fonction de quelle situation? OK. D'abord, il faut, lorsqu'on dit victime, la victime ne choisit pas sa position de chute. Sur le dos, sur le ventre, de côté, n'importe comment. Avant que le secouriste puisse faire son travail, il faut que le secouriste soit sur le dos. D'accord. Donc, on va prendre le cas compliqué où la victime, après la chute, est à plat ventre. Alors, il n'a qu'à... Monsieur Ganiou va se mettre à plat ventre. À plat ventre, monsieur Ganiou. Et monsieur... Rejoignez-nous ici. Monsieur Awansou, vous le rejoignez et vous lui administrez les... Tombez à plat ventre. Mettez à plat ventre. OK. Donc, il y a une technique qu'on appelle technique de retournement. Revenez un peu au centre. Monsieur Ganiou, revenez un peu au milieu. Technique de retournement qui va me permettre de le ramener sur le dos. D'accord. Sinon, je ne peux pas travailler sur lui. On suppose qu'il a fait un accident et le voilà à plat ventre. C'est comme ça, il se retrouve. Il se retrouve. Que faire? Le secours ne peut rien faire concrètement. D'accord. Donc, je suis là. Je me mets au milieu là. Le secouriste prend généralement... D'abord, sa nuque doit me faire face parce que je le retourne vers moi. OK, sa nuque vous fait face. Oui. On tourne sa tête vers moi. Si ce n'était pas vers moi. Vers vous, d'accord. Sinon, si c'était de l'autre côté, je le retourne, son visage va balayer le sol. D'accord. Ce qu'il faut éviter. On dit lorsque le secouriste porte secours, il ne doit pas aggraver le cas de l'accidenté. OK. Or, si je bascule ma victime et son visage balaye le sol, ce n'est plus bon. D'accord. Donc, je tiens au niveau des articulations. Du sable. Et son bras est comme sa nuque. D'accord. Là. OK? OK. Je le prends à l'épaule. Et à la taille, je le tourne. Ça, c'est une première étape de retournement. Je ne dois pas retourner directement, sinon la nuque va taper le sol. Vous pouvez rapidement refaire ce geste-là, s'il vous plaît? Là. Rapidement. Il est à plat ventre. Épaule là. Oui. Et je le retourne. D'accord. Et je l'ai amorti sur mes cuisses. Je prends la main là pour tenir sa nuque et son cou. D'accord. J'ouvre la main là et je le reviens là. OK, donc on ne fait pas ça d'un coup. On ne fait pas ça d'un coup, sinon sa tête va taper le sol. Il faut prendre la précaution de supporter sa nuque avec votre main droite. Oui. D'accord. Donc, là. Maintenant, on pose les mains. Et là, quand il est dans cette posture, on fait comment? Là, il est ce qu'on appelle assiette ton jambe. Maintenant, il faut que j'évalue sa santé avant de dire ce qu'il a. OK. Donc, je commence par vérifier sa conscience. OK. Après la respiration. Et les autres qui vont suivre. Là, pour sa conscience, je fais comme ça. Monsieur, il ne réagit pas. Tenez-moi la main si vous m'écoutez. Il ne réagit pas. Là, collé au cou, là, il y a des muscles qu'on appelle des muscles rappels. Qui font très mal. Je viens là, doucement. Je pèse ces muscles trapèzes. OK. C'est juste là. C'est ça. Je pèse, on pèse. D'accord. Vous exercez réellement une pression là-dessus? Une pression. OK. On dit d'administrer une douleur à la victime pour voir si elle va réagir. OK. D'accord. Si elle ne réagit pas, je conclus qu'il est inconscient. OK. Mais ça ne m'empêche pas de continuer l'examen. D'accord. Je vais vérifier la respiration. La respiration se voit, se sent et s'entend. D'accord. Je suis là. La respiration se voit, se sent et s'entend. Se voit par le mouvement de la cage thoracique. Se sent par la chaleur qui sort. Et s'entend par le bruit de la respiration. D'accord. Donc, d'abord, s'il a un cravage, je desserre tout ça là. Et je bascule sa tête vers l'arrière. Ça permet de dégager les voies respiratoires. Et là, je compte jusqu'à 10 secondes. À la Croix-Rouge, une seconde chez nous, c'est 1 million. Ah. Pourquoi? Pas lorsque vous dites 1, 2, vous-même vous dites 1, 2. Nous n'allons pas compter
de la même manière. Ok. Donc, on peut ne pas atteindre la seconde. D'accord. Alors, lorsqu'on dit 1 million, ça ferme la seconde. D'accord. Donc, on dit 1 million. 1 million. 2 millions. Jusqu'à 10 millions. Donc, il faut prononcer cette phrase-là. Oui, 1 million, 2 millions, 3 millions. Ainsi de suite. Ça couvre les... Et là, on est sûr d'avoir les 10 secondes. Oui, 1 million, 1 seconde, 2 millions, 3 millions, jusqu'à 10 millions. D'accord. Si, au bout de 10 secondes, il n'y a pas la respiration, c'est-à-dire il n'y a pas au moment de la cage thoracique, je ne sens pas la chaleur ni le souffle, je conclus qu'il ne respire pas. D'accord. Maintenant, les 2 cas qui se présentent, j'avais dit qu'il est inconscient. S'il est inconscient, il respire, je la mets dans une position qu'on appelle position latérale de sécurité. C'est-à-dire? Tu peux aller baisser là-bas. Ok, c'est bon. Là, pour faire la position latérale de sécurité, je prends là son poignet et son coude. Position latérale de sécurité. D'accord. Son bras est perpendiculaire au corps et l'avant-bras est perpendiculaire au bras. Je prends là, je fais paume contre paume et je colle le revers de la main contre sa joue. Ça tombe. D'accord. Là maintenant, donc j'ai son talon vers les fesses. Je mets ma main, ça c'est un levier pour moi. Je prends distance et je le tourne. D'accord. Lorsque je le tourne, il a bloqué mon avant-bras. Je me libère et je bascule sa tête vers l'arrière. Parce que, comme il est conscient, il y a la langue. La langue, c'est un muscle. Ça peut chuter. Lorsque je fais ça, je dégage les voies respiratoires. Il peut respirer librement. Mais, pour être sûr, là, c'est bien position latérale de sécurité. Mais je peux aller plus loin. Là, je l'ai bloqué. Donc, en droit ici aussi. Lorsqu'on met une victime dans une position d'attente, chez nous, à la Croix-Rouge, il faut lui parler. Pas la peine de secours psychologique. Que les secours ne viennent. Les secours n'arrivent. D'accord. Parce qu'on avait alerté. Le fait de lui parler constitue un secours psychologique. C'est important, premier secours. D'accord. Il peut ne pas répondre, mais il peut entendre. C'est ça, effectivement. Un peu comme au niveau à l'hôpital où on dit qu'il faut lui parler, même s'il est dans le coma, il faut lui parler. Or, chez nous, en premier secours, lorsqu'il y a un accident, avant de toucher la victime, il faut commencer par parler. Vous expliquez à la victime tout ce que vous voulez lui faire, même si elle ne répond pas. Parfait. D'accord. Monsieur Aronson, franchement, ce sont des gestes qui peuvent sauver. Oui, ça, c'est lorsqu'il a inconscience et il y a respiration. Je crois que c'est carrément un cours. Hein. Ce qu'on va faire, monsieur Aronson, est-ce qu'on peut revenir encore sur ça demain? Il le faut parce que là, le temps qui nous est imparti tire à sa fin. Et on aimerait bien vous avoir parce que là, on a fait qu'une étape des choses. Oui, qu'une étape. Oui, alors qu'il y a au moins peut-être demain, vous avez... Donc, on ne peut pas utiliser le mannequin aujourd'hui. Non, demain, on utilise le mannequin. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Ganiou, on peut se relever. Merci d'avoir été notre mannequin sur le jour. Peut-être pour demain aussi. Merci. Merci, monsieur Aronson. Donc voilà, allez. Je crois qu'aujourd'hui, chacun doit savoir que sur la voie, sur une route, quelle que soit la situation, il doit être prêt à porter secours. Et ça, il faut suivre ces genres d'émissions en boucle même pour maîtriser. Tout à fait. Parce que là, on n'a pas eu question d'avoir un médecin et tout, mais il faut agir avant le médecin. Chacun peut se former et porter les premiers secours. Merci, Madame Heureuse Danodé. On vous retrouve demain. On va continuer le sujet demain. Bien sûr, si tout va bien. Donc, chose qui sera certainement faite. Allez, mesdames, messieurs, tout de suite, nous allons donc aller sur le terrain des médias, des réseaux sociaux pour checker comment est-ce que l'on peut utiliser votre image pour passer une fausse information. Éducation Média, fact-checker, Judicaël, bonjour. Comment allez-vous?
Ce matin, on a décidé de parler de vidéos truquées, de comment est-ce que l'on peut faire la différence entre le vrai et le faux. Et le faux, et oui, on parle de deepfake, un produit de l'intelligence artificielle qui permet de remplacer dans une vidéo un visage par celui d'un autre et de falsifier les propos d'une personnalité avec un réalisme déconcertant. Et là, nous allons parler d'une vidéo qui vous montre Monsieur Alain. Moi-même. Donc, certainement, on va demander à la régie de nous aider. Donc, il y a une fausse vidéo qui a été basée sur ma personnalité, ma personne. Et bien ça. Pour passer donc une fausse information. Et c'est bien ça. Et ça vous montre vanter les mérites d'une recette miracle contre l'hypertension. Eh bien, c'est une vidéo qui a circulé. Je pense qu'on avait prévu le faire déjà, je crois, mardi ou mercredi. On va revenir là-dessus. Ça doit être la régie me dit que la vidéo n'est pas prête, c'est ça. Eh bien, cette vidéo a beaucoup circulé. Mais quand vous avez checké, qu'est-ce que vous avez découvert? On a constaté que c'est un deepfake. Et d'abord, le logo déjà sur la vidéo s'affiche ORTB, alors que l'ORTB, la chaîne, la télévision nationale, est devenue Bénin TV depuis avril 2025. Donc, le logo ne s'affiche plus comme ORTB, mais désormais comme Bénin TV. Également, le logo de l'ORTB devenu Bénin TV ne s'affiche pas dans l'angle gauche, mais plutôt au droit de l'écran, ce qui n'est pas le cas dans la vidéo diffusée sur Facebook. On constate également que le mouvement du corps est peu naturel et mécanique. Le mouvement des lèvres aussi, que ce soit pour le docteur et également de vous, est un peu mécanique, c'est robotique. Aussi. On constate toujours que la peau du journaliste, que ce soit aussi du docteur, est un peu sombre et lisse. La voix dans la vidéo que nous voyons à l'écran est synthétique. C'est-à-dire qu'elle ressemble à une imitation de la voix humaine grâce à l'intelligence artificielle, le rythme également. Justement, c'est la vidéo qui est à l'écran là. Les gens sont allés chercher donc un extrait de l'une de nos émissions. Ils ont synchronisé une voix qui n'est pas la mienne. Eh bien. Et là, ça c'est réellement moi en matière d'image. Mais en matière de voix, oui, en matière de voix, ce n'est vraiment pas vous parce que ça a été falsifié. Et là, vous servez une cause, vous servez la promotion d'une recette miracle qui n'existe peut-être jamais. Ce que je n'ai jamais fait. En vrai, je n'ai jamais fait une telle publicité. Et ça, je peux vous le confirmer. C'est vrai, j'ai reçu beaucoup d'appels, beaucoup de messages de personnes qui pensaient que, effectivement, à la télévision nationale, nous aurions fait une telle publicité. Quand l'image passe à l'écran, vraisemblablement, vous vous dites, mais c'est quand même le journaliste qui est en train de parler là avec le sourire et tout le reste. Mais vous avez des outils que vous avez utilisés qui ont montré que c'est du faux en fait. Oui, on a utilisé le moteur de vérification ou l'outil de vérification ou Eve Moderation qui a montré que la vidéo a été générée à 99% avec l'intelligence artificielle. Aussi, nous avions effectué une recherche sur Google avec les mots-clés Dr Ousmane Touré. Il existe bien dans la vraie vie, sauf que dans ces vidéos sur les réseaux sociaux, il ne parle jamais en langue française, mais en bambara. C'est un docteur qui est praticien ou qui travaille au centre hospitalier universitaire Gabriel Touré du Mali. Nous sommes entrés en contact avec lui, nous allons y revenir pour son témoignage. On va revenir pour compléter donc cette enquête-là. Alors donc, quelle leçon il faut retenir? Il faut donc faire très attention à tout ce qui circule. Il faut vraiment faire attention à ce que nous voyons sur les réseaux sociaux, surtout faire attention aux courtes vidéos parce que les courtes vidéos sont plus ou moins, en tout cas beaucoup de courtes vidéos sont générées aujourd'hui par des outils de l'intelligence artificielle. Il faut vérifier la source des publications, que ce soit vidéo, photo et également des chiffres aussi. S'assurer que le son, la voix, les mouvements de la personne, il faut en un mot observer réellement de près. Allez, Judicaël Kporon, merci de nous avoir donc donné cette information-là. On va se retrouver prochainement pour d'autres vérifications, pourquoi pas. Allez, à votre place, va s'installer tout de suite pour la revue de presse. Marcel Achossi que l'on installe.
Dans leur livraison de ce matin, qu'est-ce que les journaux nous proposent? Marcel Arrossi, bonjour. Alain, bonjour. Bonjour à tous. Ce jour, la presse annonce une nouvelle ère. La nouvelle constitution est entrée en vigueur, promulguée par le président Patrice Talon. Après le feu vert de la Cour constitutionnelle, le test devient exécutoire. La réforme effective. Bénin intelligent met en lumière 3 piliers. Un Sénat, nouvelle chambre du Parlement, un septennat présidentiel limité à 2 mandats dans une vie, des mandats électifs allongés, députés et élus locaux y compris. Le journal explique, le Sénat viendra désormais penser la loi avec l'Assemblée nationale, pondérer, équilibrer, approfondir. Quant au temps politique, il s'étire pour laisser aux politiques publiques le droit de mûrir, le temps de produire des résultats. Gaskiani Info vient pour analyser. Oui, la constitution révisée est promulguée. Oui, le mandat présidentiel passe à 7 ans. Mais Gaskiani Info va plus loin et met le doigt sur une innovation politique majeure, la trêve politique post-électorale. Un temps de silence partisan, un temps de respiration démocratique pensé pour calmer les fièvres électorales et recentrer l'État sur l'essentiel, gouverner. Le journal souligne les espoirs, mais laisse ouvertes les questions. Quel impact sur l'alternance? Quel usage du temps long? La réforme est lancée, le débat, lui, reste vivant. La nation vient consacrer l'instant. Une nouvelle ère institutionnelle, écrit le quotidien de service public. La promulgation marque alors la fin du parcours juridique et le début du chantier politique. Le journal insiste sur l'esprit du test, moins d'élections, plus de temps pour agir et une gouvernance appelée à se projeter au-delà de l'urgence. La République entre dans une phase de mise en œuvre avec les lois organiques à venir et l'installation de nouvelles institutions. Autre regard, le confrère de la matinée. Changement donc de focale. Ici, on raconte l'année 2025 à travers ses visages. Le journal dresse le panthéon de l'année entre stabilité politique, réformes économiques et rayonnement culturel. Patrice Talon, entre autres figures, a retrouvé donc à la une du confrère de la matinée. Patrice Talon, figure centrale, président de la fin d'un cycle, acteur d'une séquence historique. Romuald de Wadaigny, rigueur budgétaire, crédibilité financière et stature d'homme clé de la continuité économique. Les forces de défense saluent à la loyauté et au professionnalisme représentés donc par le général Fructueux Baguidi à la une du quotidien Le Confrère de la matinée. Michel Sodjinou, symbole des tensions politiques persistantes, écrit le journal. Lionel Talon, artisan discret mais efficace du soft power béninois. Wilfried Léandre Mbedi, porte-voix d'un gouvernement qui modernise sa parole publique, entre autres à retrouver à la une du quotidien Le Confrère de la matinée. Merci Marcel Arrossi. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève ce numéro de votre émission Bonjour le Bénin. On se retrouve demain. Pour l'instant, je vous invite donc à prendre du plaisir à suivre les programmes de Bénin TV. Quant à nous, c'est l'équipe qui m'accompagne et moi. On se retrouve demain par la grâce de Dieu avec la même énergie, la même foi et surtout le même amour pour notre pays.